Au temps de Sékou Touré, la diaspora guinéenne avait peur de rentrer au pays pour éviter d'être emprisonnée. Au temps de Conté, beaucoup sont rentrés, mais finalement, beaucoup sont ressortis aussi. Actuellement, peu sont rentrés. Quelle garantie donnez-vous à la diaspora guinéenne au cas où vous prenez le pouvoir? Je me sens responsable. C'est la raison pour laquelle je suis en pleine révolte. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Voilà. Personnellement, j'ai essayé de lutter à l'interne. Tout le monde vous dira, ceux qui me connaissent, que la plupart du temps, j'étais celui qui n'était jamais d'accord. Le peu de temps que j'ai passé dans le système du général Conté, je me suis toujours opposé. D'ailleurs, ça explique pourquoi ça n'a pas duré 7 mois. Les gens me connaissant, ils n'ont pas pris le risque de me mettre dans le gouvernement d'Alpha Condé, malgré toute ma lutte. Puisque eux me connaissent déjà. Ils ont dit, on va le mettre là, conseiller. Mais même conseiller, je m'oppose toujours, quand je ne suis pas d'accord. Là aussi, ça fait des problèmes. Donc, nous avons notre part de responsabilité que nous devons assumer, honnêtement. Mais on essaie de faire de notre mieux dans un système où c'est extrêmement difficile. Parce que derrière tout ça, il y a beaucoup de corruption. C'est ça qui rend le système complètement vicié. Deuxième question, vous parlez de la diaspora. J'ai dit, la diaspora n'est pas très utile en termes de vote, puisque ça fait moins de 1%. Mais elle est extrêmement utile en termes d'avenir du pays, pour au moins 3 raisons. 1, la diaspora, je l'ai dit tout à fait, envoie des relations d'affaires très importantes qui peuvent sortir la Guinée de l'ornière. C'est la diaspora qui peut faire cela, des relations d'affaires. Mais ces relations d'affaires n'ont aucune chance d'aboutir dans un pays où existe la corruption. Beaucoup parmi vous ont envoyé beaucoup d'entreprises américaines en Guinée qui n'ont jamais pu prospérer. L'une des raisons, c'est parce que les fonctionnaires demandaient de l'argent et il est interdit aux entreprises américaines de donner de l'argent. Elles vont se faire condamner ici par la justice américaine. Donc la plupart des démarches sont vouées à l'échec quand on n'a pas fait ce nettoyage-là, que j'ai mis dans l'enveloppe sécurité, justice et assainissement de l'administration. Mais c'est tout un chapitre. Deuxième chose que la diaspora peut apporter, c'est sa propre épargne. Dans beaucoup de pays, les gens peuvent rester ici et construire des maisons, qui est une manière d'épargner en Guinée. Dans les autres pays, ça marche. En Guinée, c'est très difficile. Vous envoyez de l'argent aux parents, généralement, l'argent est bouffe. Si c'est votre frère, votre soeur, en fait. Les sœurs encore un peu moins. Elles ont un peu plus pitié. Mais c'est très difficile. Ou quand vous achetez un terrain, on vous dit que le terrain a été racheté par 2, 3, 4 personnes. Ouais. Et quand vous voyagez pour venir, pour réclamer ce terrain, on va vous faire tellement marcher, on vous envoie en justice, de la justice, chef de quartier, etc. Alors que votre travail vous attend ici, le billet d'avion a une date déjà fixée, qu'est-ce qu'il faut faire? Rester au risque d'augmenter encore le prix de son billet, de perdre son travail pour une histoire de terrain, et finalement on se résout à quitter la Guinée sans que le problème soit résolu. C'est pas ça? Donc il y a beaucoup de problèmes. Donc l'épargne de la diaspora peut être canalisée à condition que l'État fasse une organisation qui puisse permettre que les Guinéens de l'extérieur achètent des maisons déjà construites en Guinée et garanties. On peut mettre en place une coopération financière avec le système bancaire, l'État étant derrière pour garantir les flux. C'est tout à fait possible, on le fait dans beaucoup d'autres pays. On n'a vraiment pas besoin d'inventer l'eau chaude. Pourquoi on n'arrive toujours pas? C'est ça la malgouvernance. Mais ce n'est pas tout. Troisièmement, la diaspora peut apporter son expertise, comme ce qu'a fait M. Ba. C'est une partie de l'expertise qu'il a, ce qu'il a déjà acquis. L'expérience. Et vous avez des enfants qui ont étudié dans les meilleures écoles, qui ont les plus grandes qualifications. Pourquoi la Guinée n'arrive pas à bénéficier de ces qualifications, de ces enfants,
en leur donnant une chance de retourner servir en Guinée. C'est ça aussi la mauvaise gouvernance. Donc, on va essayer de faire de notre mieux. Pour répondre précisément à votre question, quelle garantie moi je donnerais, il y a deux choses. Un, nous ne sommes pas en campagne présidentielle. On a l'établissement d'un parti politique. Ma garantie, pour que ça marche, c'est que vous tous vous rentrez dans le nouveau parti. Que vous soyez forts et que vous imposez votre vie. C'est ça, ce n'est pas une bataille individuelle. Si vous rentrez tous dans le PADES, vous allez imposer votre point de vue ou pas. C'est à travers les partis politiques qu'on peut parler de son pays. Ce n'est pas à travers les ONG ni les mouvements de soutien. C'est pour ça que j'ai parlé de la génération PADES, les 15-45 ans. En Guinée aujourd'hui, tous les partis sont vieux. RPG, UFDG, les secrétaires généraux de jeunesse ont 60 ans. Mais c'est vrai. C'est pas vrai? Parce qu'ils ont été formés dans les années 90. Et les structures n'ont pas été renouvelées. Donc tous les jeunes entre 15 et 45 ans n'ont aucune responsabilité politique en Guinée. C'est eux que j'ai appelé la génération PADES. Quand on voit la publicité sur l'espace, on dit génération PADES. Les gens se demandent c'est quoi. C'est cette génération que je vise, les 15-45 ans, qui n'ont aucune responsabilité. Or, vous le savez, dans chaque génération, il y a des leaders naturels. Ces leaders naturels-là, ils ne peuvent faire que les ONG et les mouvements de soutien. Les ONG, surveiller 3 arbres ou construire une école primaire dans son village, c'est pas ça qui va faire progresser très bien la Guinée, pas du tout. C'est trop limité, les ONG. Les mouvements de soutien encore plus. Là, on a besoin de vous pour la prochaine manifestation. Mobilisez les gens, sortez tout le monde. À 18h, c'est déjà fini. Rentrez chez vous. Allez, on vous oublie jusqu'à la prochaine manifestation. C'est ça les mouvements de soutien. Vous partez et vous la fermez. Donc voilà. Donc quand on veut changer un pays, il faut que les meilleurs soient dans les partis politiques et nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Si vous venez tous au palais, vous n'avez pas besoin de garantie parce que c'est vous qui allez imposer. C'est ça. Mais moi, je ne peux pas donner de garantie. Il n'y a pas de garantie personnelle. C'est une affaire publique. La seule chose que je peux vous dire, parce que ce n'est pas seulement votre seule question, depuis que je suis aux États-Unis, je reçois toujours la même question. Ah, les politiciens, ils mentent. Ils viennent et nous disent quelque chose et puis après, ils font autre chose. Et j'ai toujours la même réponse. La réponse, c'est qu'il faut voir les CV des gens avant de voter pour eux. Mais oui. Quand vous allez chercher du boulot dans une entreprise ici, qu'est-ce qu'on fait? On dit envoyez votre CV. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardons ce que vous avez fait avant de venir vous présenter chez moi ici. C'est pas ça? C'est ça un CV. Curriculum vitae. On a oublié de regarder les CV des hommes politiques. Quelqu'un qui n'a pas pu construire une maison pour lui-même dans le pays, est-ce qu'il va construire le pays? C'est sûr. Quelqu'un qui n'a fait aucun investissement pour lui-même dans le pays, est-ce qu'il va investir quand il sera chef de l'État? Non, non. Donc regardez le parcours des gens, oubliez les affinités soi-disant ethniques, amitiés, tout ça là, oubliez, soyons objectifs. Quelqu'un vient et veut faire de la politique, ok, mais qu'est-ce que vous avez fait avant de faire de la politique? Si on avait fait ça, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. C'est parce que personne n'a voulu regarder les CV à Guinée. Donc la prochaine élection présidentielle, passez votre temps à scruter les CV. Comme ça, vous ne serez pas trompés. Et là, ce sera la meilleure garantie, je peux vous assurer. Je vous remercie. J'aimerais savoir, pour une première question, la définition de PADES. C'est quoi PADES? La deuxième question, j'aimerais avoir une réponse à cette question. Votre vision, objectif, plan d'action concernant votre parti de PADES.
J'aimerais savoir, à travers tout, et puis vous êtes rentré dans les gouvernements avec Conté, jusqu'à son excellence qui est actuellement le président Alpha Condé, quel est votre bilan objectif technique que vous avez cédé avant que vous ne vous lanciez à la politique? Qu'est-ce que vous avez laissé à la patrie? Qu'est-ce que vous avez laissé à la Guinée? Et la troisième, qu'est-ce que vous avez essayé d'introduire au niveau de l'Assemblée nationale qui n'a pas pu aboutir parce que vous êtes tellement soucieux de l'avenir de ce pays? Le Parti des démocrates pour l'espoir, c'est un parti qui a été créé ou qui a été rendu public le 8 février 2017. Ça fait juste 4 mois. Il est tout nouveau. Mais déjà en 4 mois, ce parti est présent sur toute l'étendue du territoire national. On a commencé par toutes les communes et tous les quartiers de Conakry, en remontant par Fria, Bofa, Bokeh, Kamsa. On est partout, Kinya, Forekaria, toute la Basse-Côte. On est également dans toute la moyenne Guinée. Nous avons commencé par Mamou, Dalaba, Pita. On essaie d'aller partout, à l'Abbé. On est présent à l'Abbé, on a même quelqu'un qui a envie d'être maire à l'Abbé. Télémélé, Gawal, Koundara, toute la moyenne Guinée. On fait le même effort. La forêt, depuis Kizilou, Gekedou, Massantan, Zérekore, Beila, Yomou, Lola, on est partout. En Haute-Guinée, de la frontière malienne, Koué-Malé, en remontant vers Madiana, Kankan, Kouroussa, Daboula, Dingraï. Je lui disais, je rappelais à mon ami que je suis déjà présent dans les 9 sous-préfectures de Dingraï, et même dans les districts. 4 mois. En 4 mois. Et je continue partout, sur toute l'étendue du territoire national. Je pense que c'est aussi cela. Les hommes politiques doivent faire l'effort d'aller dans toutes les régions de Guinée. Ça participe à la lutte contre cette ethnicité qui divise tout le monde. Faisons les mêmes efforts partout. Il ne faut pas s'arc-bouter sur un bout de terrain et puis dire voilà, on est national. Allons partout. Il faut que tout le monde sente que tout le monde fait partie de ta définition de la Guinée. C'est très important. Les gens ne peuvent pas t'obéir si tu les hais. Ça n'a pas de sens. Alors, donc c'est ça le PADES. Mais il y a 2 ou 3 règles que nous avons définies dès le départ. Première règle, nous avons dit, il ne faut pas se précipiter pour mettre les structures en place. Laissons le temps que les gens comprennent ce que c'est que le parti, qu'ils étudient le programme du parti, qu'ils y adhèrent, etc., pour que beaucoup de bonnes personnes puissent venir. Vous savez, moi j'ai l'expérience. L'expérience doit toujours servir à quelque chose. J'ai créé le parti plus en 3 mois, j'étais déjà candidat à l'élection présidentielle en 3 mois. Entre la création et la candidature à l'élection en 3 mois. Vous comprenez bien que beaucoup de personnes autour de moi n'étaient pas de bonne qualité. Les structures n'étaient pas très solides. Parce que les bonnes personnes n'ont même pas eu le temps de venir. Les bureaux étaient déjà faits, donc ils n'avaient pas de place. C'est ça aussi. Donc cette fois-ci, on a dit, on va laisser le temps à tout le monde d'absorber l'histoire de ce parti. Et plus tard, on va faire les bureaux. Première règle. Deuxième règle, les bureaux ne sont pas désignés par le président. Non. C'est les militants eux-mêmes, ceux qui se reconnaissent du PADES, ils vont s'organiser et vont mettre dans les structures les meilleurs d'entre eux. Par exemple, moi je ne vais pas venir ici à Boston pour dire, bon écoutez, c'est M. X ou bien Mme X qui doit être la tête du PADES à Boston. Ce n'est pas comme ça que je souhaite. Je souhaite plutôt que les gens se réunissent. Évidemment, il y a toujours des personnes de ressources, de bonne volonté qui disent, bon moi je suis dedans. Donc ces personnes-là vendent des cartes, distribue les cartes, etc. Le programme discute avec les gens, recrute les gens. Mais je souhaite qu'à la fin de la journée, les gens se réunissent et qu'ils élisent eux-mêmes leur bureau et choisissent leurs responsables. C'est ça la démocratie. Ce n'est pas à nous d'imposer de Conakry. Et quand vous nous envoyez la liste en disant on a eu réunion tel jour, tout le monde a été consulté. Tous ceux qui ont envie de venir sont venus. On a voté. Voilà ce sur quoi nous sommes tombés d'accord. Nous n'avons rien à redire.
Moi, je suis d'accord. Quelles que soient les personnes. Moi, je n'ai aucun problème avec quelqu'un. J'aime tous les Guinéens de toute façon. La haine ne fait même pas partie de mon système de pensée. Donc, moi, je n'ai pas de problème. Vous prenez qui que vous voulez. Si vous êtes d'accord sur lui, c'est des personnes capables. C'est mon homme, c'est ma femme. Moi, je n'ai pas de problème. Voilà le deuxième principe sur le PADES. C'est ce qu'on souhaite faire. Parce qu'il faut que les gens eux-mêmes s'impliquent, qu'on n'impose pas des gens. Que les plus dynamiques viennent. Troisième souhait, j'ai voulu que ce soit un parti où les intellectuels acceptent de venir. C'est la raison pour laquelle, si vous voyez ça, c'est pas tout à fait le programme de société, c'est l'outline du programme de société. C'est l'esquisse en français. On a juste fait l'esquisse pour montrer un peu tous les sujets qu'on veut toucher. Maintenant, à chacun d'entre vous, de vous appesantir sur un sujet qui vous semble important. Donc je veux que cette fois-ci, le programme de société soit écrit par beaucoup de Guinéens. On est en liaison avec Internet, on n'a même pas besoin de se voir. Vous réfléchissez sur une partie, vous élaborez, vous nous envoyez, on va l'inclure dans le programme de société du parti PADES. Tout le monde est fondateur du parti PADES. Tout le monde. Au départ, parce que vous avez parlé de congrès, vous avez bien dit, parce qu'on va vous donner également les statuts de règlement intérieur. Au départ, il faut quelqu'un qui prend l'initiative. Vous voyez? Mais au bout de 5 ans, d'après les statuts, il y aura forcément un congrès. Pas au bout de 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Hein. Chaque 5 ans, il doit y avoir un congrès pour renouveler tous les membres des différents bureaux. Je souhaite que vous soyez là et que vous imposez ce rythme-là. C'est ça aussi. Il faut qu'il y ait des gens qui ont du caractère, des gens qui sont capables, qui viennent imposer. C'est très bon comme ça. Donc, j'ai dit, on n'est ni de la mouvance ni de l'opposition pour le moment. Quand il y aura la structure et que vous serez dedans, on va tous discuter pour savoir exactement qu'est-ce qu'on fait. C'est mieux comme ça. Mais je n'ai pas envie qu'il y ait trop d'intolérance déjà. Parce que malheureusement, les partis politiques en Guinée sont devenus intolérants. Moindre des choses, c'est l'expulsion. Ça ne va plus. Délit d'opinion dans un parti politique, ça n'a pas de sens. Voilà ce qui se passe. Bon, vous avez dit également votre vision, plan d'action. La vision, c'est faire avancer la Guinée. Et le programme, vous avez l'esquisse du programme ici déjà, dans tous les secteurs. Hein? Mais un plan d'action chiffré, on ne va pas le faire maintenant. Ce n'est ni le moment ni le temps. Il faut attendre que des élections se présentent. Il faut attendre que tout le monde travaille. Vous savez, moi, dans ma vie professionnelle, j'ai fait pas mal de plans. L'une des choses que j'ai apprises, c'est que ce n'est pas seulement une affaire d'experts qui vient aligner les chiffres. Il faut qu'il y ait de l'adhésion. Il faut que les gens discutent, qu'ils se mettent d'accord sur quelque chose, ça fait plus de sens. Sinon, on peut s'asseoir un expert, aligner les chiffres, c'est ce qu'on sait faire. Mais ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, il faut laisser le temps que chacun marche et qu'on s'assied ensemble pour discuter, pour voir exactement qu'est-ce qu'on veut en termes concrets, combien ça va coûter, comment on va chercher le financement. Hein? Ne vous inquiétez pas, ça on sait le faire. Alors vous avez dit, vous avez fait partie de beaucoup de gouvernements. Non, moi je n'ai fait partie que d'un seul gouvernement. C'est le gouvernement de Sidya Touré 96-97 pendant 7 mois, c'est tout. Je n'ai plus jamais fait partie d'un gouvernement. Depuis l'époque, j'évoluais dans le secteur privé pendant près de 20 ans en Guinée. Malgré toutes les qualifications que tu peux voir, je n'étais pas du tout associé au gouvernement. Ce n'est qu'en 2010, par l'élection présidentielle, et lorsque le professeur Alpha Condé a réussi à être élu président de la République, que je suis venu à la présidence. Non pas comme membre du gouvernement, parce qu'ils ont tenu soigneusement à nous écarter du gouvernement, mais comme simple conseiller à la présidence. Conseiller, ça veut dire que tu n'as pas de pouvoir. Tu n'as que le pouvoir de proposer quelque chose. On l'accepte ou on ne l'accepte pas.
C'est dans ces conditions d'ailleurs que M. Makan est passé me voir. Hein. Si vous avez envie de dire 2 mots sur votre aventure en Guinée, vous serez le bienvenu. Alors vous me demandez mon bilan. J'ai horreur de parler de mon bilan parce que c'est toujours des actions collectives. Hein? Je n'aime pas trop en parler, mais lui le sait, je me suis beaucoup occupé de la Chine et c'est dans ce cadre-là que j'ai cherché l'argent pour Kaleta. Et quand j'ai dit au gouvernement de signer, le président, tout le monde a dit non, on ne signe pas, c'est pas bien. On a discuté pendant 3 mois pour que je les oblige à signer finalement. Et c'est ce qui a donné Kaleta. C'est ce qui a donné les fibres optiques. C'est les 2 seuls projets qu'on a, en réalité. Si vous enlevez ça, il reste quoi? Vous me souvenez? Je ne me suis même pas invité, même à l'inauguration de Kaleta. Bon, ça c'est... Et je n'en parlais jamais en réalité. Pourquoi j'en ai parlé? Parce que lorsque j'ai demandé qu'il y ait des barrages en Haute-Guinée et en région forestière, les gens du gouvernement ont dit non, toi tu es raciste, tu ne veux que des barrages que chez toi. J'ai dit mais vous arrêtez. Kaleta, c'était pas chez moi. C'était en Basse-Côte. Je me suis battu contre vous. Vous qui parlez aujourd'hui. Personne ne voulait qu'on réalise ça. Voilà. J'avais une toute petite équipe composée de M. Keita, qui était aux grands travaux, que tu connais, et Nenemba, hein? Fatmata Baldé, qui est à l'ambassade maintenant en Allemagne. Nenemba, on n'était que 3. Voilà. On allait négocier tout ça en Chine. On avait la possibilité. Il y a beaucoup de choses dont je ne veux même pas parler, notamment la grande opportunité manquée, ce n'est pas la peine. On avait beaucoup de possibilités. Mais il y avait des gens qui étaient là juste pour bloquer. C'est difficilement compréhensible. Tout ce que vous amenez, il bloque. Voilà. Alors, vous parlez de l'Assemblée nationale. Il faut savoir un peu comment l'Assemblée marche. D'abord, je dois dire quelque chose. Les députés guinéens, beaucoup n'ont pas été bien choisis parce qu'il y a beaucoup de quasi-illettrés dedans. Il faut le savoir. Qui ont été choisis simplement pour qu'ils puissent voter selon les instructions. Plein. Première chose. Deuxièmement, c'est un travail par groupe parlementaire. Lorsque 2 groupes se mettent ensemble et qu'ils ont la majorité, la discussion est terminée. Même si vous êtes contre, ça n'a pas d'importance, ça passe. Moi, je me suis beaucoup battu, par exemple, vous m'avez dit, il y a un projet qui n'a pas abouti, c'est le projet de protection de l'environnement que j'ai voulu initier et que j'ai discuté avec l'un de vos collègues qui vivait aux États-Unis ici, David, qui est président de la commission de l'environnement. Hein? Je me suis beaucoup battu pour qu'on fasse un texte de loi sur l'environnement. Parce que, voyez-vous, la Guinée est en train d'être complètement dévastée. Les feux de brousse, toute la Guinée est brûlée chaque année. Je ne sais pas si vous le savez, mais moi j'ai l'habitude de traverser la Guinée chaque fois en véhicule. À gauche et à droite, en avril et mars, tout est brûlé. À gauche et à droite. Et dans toutes les régions. Avec un coin à qui j'ai donné le titre de champion de Guinée. Vous savez c'est quelle ville? Dabola. C'est championnat de Guinée de feu de brousse. Parce qu'eux ils mettent la brousse même dans leur maison pour nettoyer. Tu comprends? Donc toute la Guinée est brûlée. Les feux de brousse sont provoqués par les charbons de bois, que les gens oublient le feu, par aussi quelques chasseurs indélicats. Hein? Et en même temps, on fait un déboisement intense pour envoyer le bois à Conakry. Alors que nous avons la responsabilité vis-à-vis de nos concitoyens, mais la responsabilité vis-à-vis des générations futures. Nous avons une responsabilité environnementale et écologique très très forte. Regardez aujourd'hui ce qui se passe du côté de Bokeh, avec l'extraction minière. Parce que nous n'avons pas eu le temps de parler de la politique minière, de la politique agricole, etc. Mais c'est un véritable désastre. La Guinée s'est spécialisée dans l'exportation de la bauxite brute, ce qui est une très mauvaise politique. Je rappelle que c'est l'Indonésie et la Malaisie qui ont interdit l'exportation de la bauxite de leur sol. Donc ça a laissé un marché
une niche, et c'est ça que la Guinée est rentrée dedans, pour augmenter sa production et satisfaire la demande additionnelle de la Chine. Alors, au lieu de se battre pour mettre des usines dans les mines, non, on envoie la bauxite brute, qui n'est même pas calcinée comme à CBG. On vient juste de couper la terre avec des grues, on met dans des camions, des centaines de camions sans aucun investissement à Boké, qui passent au milieu de la ville. Tous les enfants absorbent de la poussière tous les jours, les grandes personnes aussi. Je me demande combien de cancers de poumons on va avoir à Boké bientôt. Mais c'est une catastrophe écologique. Les rivières sont décimées, les gens n'ont plus de terre pour l'agriculture, donc nous avons les déplacements des villages. Normalement, il y a une étude d'impact environnemental qui n'est même pas faite pour certains projets. Voilà ce qui se passe. On dirait les gens pressés d'amasser de l'argent pour partir. On fait n'importe quoi. Pour dire deux mots, la politique minière devrait dégager un surplus pour financer les autres secteurs. Ce n'est pas le cas. La politique agricole n'est pas efficace. Nous n'atteindrons pas bientôt l'autosuffisance alimentaire, non. Envoyer seulement quelques sacs d'engrais n'est pas suffisant. Il faut étudier l'ensemble de la filière. Il faut voir toute la chaîne de valeur. Il faut voir le revenu qui est distribué aux paysans, qui sont les acteurs. Il faut encourager des jeunes à retourner à la terre avec des financements et des technologies appropriées. Voilà deux ou trois choses que je voulais dire pour répondre à M. Alseni Diallo, et je vous remercie. Moi, j'ai déjà un respect pour vous à cause de votre école. Parce que j'accuse votre génération de détruire la Guinée. Vous êtes responsable de la misère de la Guinée. Même s'il y a 0,01% d'entre vous qui n'ont pas été vraiment responsables. Mais votre génération, vous êtes responsable de la misère de la Guinée. Sur le plan d'éducation, sur tous les plans. Donc moi, j'ai une haine contre vous, naturellement, votre génération. Qui est la génération de mon papa et tout. Mais vous, je vous respecte parce que, quel que soit PDX, votre école restera en Guinée pour 100 ans et des Guinéens étudieront là-bas et ça c'est une fierté. Je suis fier de vous pour ça. Parce que je connais les gens de votre génération qui ont pillé l'économie et qui ont investi à Abidjan, qui sont actuellement aux côtés d'Alpha Condé. Qui travaillent à Alpha Condé actuellement, je les connais, ils ont investi à Abidjan. Ils sont ministres conseillers à Alpha Condé aujourd'hui. Bon, quel que soit PDX, vous avez mis quelque chose en place, même si on ne vous aime pas, mais des générations vont se servir de cette école pour être guinéens après. Ça, moi, je suis fier de vous pour ça. Mais à part ça, votre génération, moi, j'ai une haine contre vous. Je vous appelle génération de malédiction pour la Guinée. Sincèrement. Sérieux. C'est pour cela... C'est pour cela, en 2010, j'étais avec Fall. J'étais dans le parti de Fall. Fall m'a demandé, on mangeait ensemble à deux. Il m'a dit, au deuxième tour, c'est celui Alpha qui sera là-bas. Tu voteras pour qui? J'ai dit personne. Il dit, mais pourquoi? J'ai dit, parce que Alpha est incompétent. Je ne peux pas voter pour quelqu'un comme ça. Il dit, et Selou? J'ai dit, Selou n'est pas crédible à mes yeux. Je ne peux pas. Si je dois voter, je mettrai une enveloppe blanche. Je préfère vivre seul au lieu de m'associer à des gens qui ne servent à rien. Donc moi, en un mot, je ferai de la politique jusqu'à la fin de ma vie. Mais je ne m'associerai pas aux irresponsables. Il n'en est pas question. Et pour cela, le jour où vous avez créé votre parti, j'ai fait votre publicité sur Facebook. J'ai mis sur ma page Facebook, j'ai fait des commentaires sur votre parti. Parce que moi, ma prière, c'est pour qu'Alpha Condé s'en aille, quel que soit PDX. Je ne calcule même pas. Je ne l'aime pas et je ne l'aimerai jamais. Ça, c'est pas pour faire plaisir à quelqu'un ni rien. Parce que je n'aime pas les incompétents. Mais c'est son dernier mandat. Non, c'est pas son dernier mandat. Il est prêt à tout pour rester. Et vous négligez, vous connaissez rien. Maintenant, moi, mon problème, qu'est-ce que vous pouvez apporter dans la vie politique guinéenne au jour d'aujourd'hui, qui est une vie politique divisée entre, en un mot,
aujourd'hui, parce que Alpha est en train de mettre tout en œuvre. Aujourd'hui, c'est lui à son groupe. Kouyaté qui est à Paris couché, les gens pensent que Kouyaté est mort, il n'est pas mort. Comment dirais-je, Alpha est en train de montrer aux Soussou qu'il va leur donner le pouvoir en 2020, en train de les mentir, mais il y aura un problème en 2020. Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Parce que là où on est, il ne s'agit pas de prendre les choses à la légère. Alpha Condé est prêt, s'il n'a pas son troisième mandat, il va créer un problème en Guinée, un problème de sécurité ou une guerre pour pouvoir mélanger tout le monde. Mais il faut qu'on se lève, qu'on se donne la main et qu'on puisse chasser Alpha d'abord et après on va régler le reste. Ça, je veux que vous sachiez qu'est-ce que vous pouvez faire dedans. Parce que moi, ce que je vous dis là, j'ai déjà mon mouvement sur Facebook, j'ai ma photo dessus, non à un troisième mandat, tout sauf Alpha Condé. Les ministres m'ont appelé d'enlever ma photo, que quand ils auront le troisième mandat, ils vont me donner le boulot. Je n'ai pas besoin de votre boulot. Je n'ai pas besoin. Donc je veux que vous sachiez que qu'est-ce que vous pouvez apporter à la Guinée pour qu'on puisse ensemble se donner la main pour se débarrasser d'Alpha Condé. Après nous les Guinéens, on va voir ce qu'on peut faire. Je crois que c'est un cri de cœur. C'est aussi un cri de douleur. Vous savez, nous avons des indicateurs de notre échec. Ce n'est pas seulement quand vous criez. Quand j'écoute la radio et qu'on me dit qu'il y a des dizaines d'Africains qui sont morts, il y avait dedans 25 Guinéens, 30 Guinéens, j'ai envie de pleurer. Je me dis à quoi ça sert tout ce qu'on a fait là? Si c'est pour envoyer nos enfants dans la mer froide de la Méditerranée, parce que nous sommes responsables. Quand les gens ne trouvent pas de solution chez eux, ils s'expatrient à n'importe quel prix, sur n'importe quel chemin, sans visa, sans prendre l'avion, se jeter comme ça dans la mer. C'est une catastrophe. Mais voyez-vous, si on y réfléchit très bien, les difficultés de la Guinée viennent de très loin. C'est un pays qui a eu d'abord une naissance extrêmement difficile. Vous voyez, les conditions d'indépendance de la Guinée, c'était des conditions difficiles. Parce qu'il y a eu beaucoup de quiproquos à l'indépendance. La Guinée a été soumise sous sanction. La Guinée a été cernée. Et les gens de l'époque qui dirigeaient n'avaient pas la qualification intellectuelle nécessaire pour résister à de telles pressions. Ils se sont offerts au bloc communiste pour survivre. Et on sait que le bloc communiste a échoué. La moitié de l'humanité a expérimenté le communisme au XXe siècle. La moitié de l'humanité pratiquement. Maintenant, la sentence a été rendue à l'aube du XXIe siècle. Il n'existe plus qu'un pays communiste, la Corée du Sud. La Corée du Nord, excusez-moi. Tout le reste a abandonné. Les gens ne se rendent même pas compte que la Chine, c'est le pays le plus capitaliste que les États-Unis. Il n'y a presque même pas de syndicats en Chine. L'ex-Union soviétique qui a éclaté, la Russie, tout le monde a abandonné. Donc la Guinée a fait cette amère expérience aussi, qui a été suivie par un régime militaire qui a duré aussi toute une génération. Vous voyez, la Guinée a beaucoup souffert. Et maintenant, nous espérions tous en 2010. Il semble que ce ne sera pas le cas. 2020. Il faut qu'on voit maintenant qu'est-ce qu'on fait après 2020. Mais il ne faut pas désespérer. Il y a eu des pays qui ont souffert autant que la Guinée qui s'en sont sortis. Regardez ce qui est arrivé au Ghana. Vous avez oublié? C'était un pays avec toutes les difficultés du monde. Il a suffi simplement que la tête soit responsable pour que le pays change du tout au tout. Voilà. Donc c'est très important. Moi je dirais que la solution que moi je préconise, c'est que les meilleurs des Guinéens s'investissent en politique. Si vous me demandez une seule solution, c'est celle-là que je dirais. Parce que tout le reste va découler de ça. C'est la qualité des ressources humaines. Ce n'est pas que la Guinée manque de bonne qualité de ressources humaines.
Mais la Guinée manque de bonne qualité de ressources humaines dans la sphère politique. C'est très différent. C'est dans la sphère politique. Si vous êtes dans les partis politiques, vous voyez le niveau des débats, vous ne pourrez pas croire. Or, malheureusement, c'est eux qui font le pays. Voilà. Donc, vous êtes très énervé, je vous comprends. Allez-y à l'école, soyez un expert. Avec votre capacité d'influencer la politique, je suis sûr que la Guinée ira beaucoup mieux. Merci. Ça, c'est une bonne chose. Parce que vous, votre investiture de l'université que vous avez fait, c'est nous là-bas. Et maintenant, j'ai appris encore que votre fils, tous aillent dans la même école en Guinée. Et je comprends beaucoup de Guinéens, ils sont en train d'amener leurs fils aux États-Unis, en France, un peu partout, parce qu'ils n'ont pas confiance de mettre leurs fils de l'école de Guinée. Et maintenant, même si beaucoup de notre politiciens ou bien qui sont un peu d'argent, ils n'ont jamais parti à l'hôpital de Guinée. Ils sont bien ici à Boston, à Europe, parce que tout ça là, on n'a pas des hôpitaux. Il y a une seule chose encore que j'ai beaucoup remarqué. Vous avez passé sur les radios Zacrozeso et M. Abbas Dieng, il y a toujours la même question qui revient. C'est-à-dire que vous avez annoncé quelque chose dans l'ethnie de Peul, que je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais je remarque, ça revient toujours. Est-ce que reconnaître l'erreur qu'on fait, ça nous fait que grandir, je pense? Est-ce qu'il n'y aura pas un moment de revoir la situation et dire réellement qu'est-ce que vous avez dit? À part ça, je veux dire que nous ici à Boston, comme vous avez vu, réellement notre Guinéen, ils sont un peu loin de venir à côté de tous les politiciens depuis 2010. Lorsque M. Diallo Selva est venu ici, c'était la même chose. Il y a un peu de Guinéens de Boston qui sont venus. Lorsque M. Baouri est venu, la même chose. Lorsque Mouta Diallo est venu ici, presque la même chose. Et vous aussi, on entend même des gens qui nous menacent de venir dans votre réunion. Et je dis que moi, je vais venir. Ce que je vais voir à Boston ici, que tous les politiciens guinéens, welcome, celui qui veut venir, il n'a qu'à venir. Celui qui ne veut pas venir, il n'a qu'à rester à la maison. Maintenant, je suis avec IFDZ, avec M. Diallo, militant, sympathisant. Je ne suis pas responsable des postes. Mais après tout ce que je vis dans le parti IFDZ, et je vis comment ils sont en train de traiter les responsables dans leur parti, comme M. Baouri, j'ai compris que tout ce qu'ils disent, le cas de l'ethnie, c'est un faux problème. La réalité est que, exemple, M. Baouri, il a eu l'injustice envers le parti qu'il a lui-même a fondé, ou bien, même s'il y a d'autres personnes à créer, il est en train de payer un prix très lourd. Comment on peut arrêter des manipulations dans notre pays qui se fonctionnent un peu partout, que ce soit Mandeng, Soussou, Peul, mais la réalité est que tous les Guinéens sont de la même famille.
C'est ce qui est clair. Nous ici à Boston, s'il y a un mariage, tout le monde vient, plus nombreux que vous pensez. S'il y a un baptême, la même chose. Mais je reviens encore, lorsque ça vient, les réelles causes, la politique, parce que c'est là-bas le problème, eux, les gens, chacun en train de se méfier. Comment pouvez-vous faire pour convaincre les gens de venir participer dans le débat des politiques? Merci beaucoup. Je pense que les politiciens qui font la politique politicienne sont responsables de beaucoup de choses. C'est ça la vérité. Non seulement ils divisent les gens, mais ils font des choses incroyables. Par exemple, on dit que Dr Kaba a dit quelque chose contre les Peuls. Mais si j'ai dit quelque chose contre les Peuls, est-ce que ça se discute? Tout le monde aurait entendu, non? Hein? Ça, c'est facile, ça. En fait, lorsque j'ai eu des problèmes avec le professeur Alpha Condé, il y a des gens qui sont venus faire des enregistrements clandestins qu'on n'entend même pas et qui sont trafiqués même. Alors, moi, je dis, je ne peux pas supporter quelque chose de clandestin et trafiqué. Ça n'a pas de sens. Voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ça pour encore les mêmes raisons politiciennes, qui se sentent menacés par le progrès du PADES. Donc il faut insuffler des choses comme ça, dire il a dit ceci, il a dit ceci, il a dit ceci. Mais si j'ai dit ceci, sort ce que j'ai dit. Au lieu de deviner, ça n'a pas de sens. Des trucs clandestins, des enregistrements clandestins et trafiqués pour des raisons politiques, ça on connaît. Ça n'a pas de sens. Moi, je ne perds pas trop mon temps là-dessus. Mais vous m'avez demandé une question très précise. Comment lutter contre ça? Moi, je pense que l'arme la plus efficace contre la division, c'est la tolérance. Pourquoi? Parce que dès qu'on parle de démocratie, ça veut dire une multiplicité des partis politiques. Vrai ou faux? Donc forcément, il y aura plusieurs partis politiques. C'est ça qui va avec la démocratie. Mais s'il y a de la tolérance, ça veut dire que les gens vont accepter que d'autres soient dans des partis politiques différents, sans affecter leur amitié, sans que ça donne lieu à la violence. C'est tout. Donc, il faut que les Guinéens soient tolérants. Et dans leur comportement, et aussi dans leur manière de parler. Il faut qu'on réduise la haine. La haine politicienne, elle n'est même pas une question ethnique en réalité. La haine politicienne se sert de l'ethnie. Puisque ce dont vous avez parlé, la haine est encore plus forte. C'est dans la même ethnie. Donc la haine politique existe. Elle se nourrit de l'ethnicité, mais ça ne se réduit même pas à l'ethnicité. Il faut simplement que nous soyons plus intelligents, que nous ne suivions pas bêtement ce que les politiciens nous disent, que nous soyons tolérants et que nous nous aimions les uns les autres. C'est l'antidote parfait. Voilà. La tolérance et l'amour, à mon avis, c'est le seul antidote. Parce que les gens vont toujours continuer leur sale besogne. Mais si ça ne prend pas, ils seront bien fatigués un jour, ils vont arrêter. Voilà. Et comme je l'ai dit, lorsque les gens demandent des suffrages, il faut vraiment se pencher sur le parcours des différents politiciens pour faire un jugement éclairé. Voilà ce que je peux dire sur ça. Ceci dit, vous avez parlé des enfants à l'étranger, parce que j'ai toujours dit que l'élite guinéenne fait les deux choses. L'élite guinéenne envoie ses enfants à l'étranger, l'élite guinéenne se soigne à l'étranger. C'est les deux choses que l'élite fait toujours en Guinée. Moi, ça ne me dérange pas, à condition qu'on ne s'acharne pas contre le système éducatif local. Quand vous avez la possibilité d'envoyer votre enfant à l'étranger, c'est bien.
Mais vous n'allez pas vous battre sur le peu qui est fait pour les autres en Guinée. C'est ça qui est égoïste. Au contraire, cherchez à ce que le peu qui est fait en Guinée s'améliore. Mais ne cherchez pas à casser ça coûte que coûte. Voilà. C'est le problème que j'ai avec les gens. Ceux qui s'acharnent le plus contre l'école guinéenne, c'est ceux qui eux-mêmes ont envoyé leurs enfants à l'étranger. C'est pas honnête. Voilà. C'est bien quand on a les moyens de le faire, parce qu'à l'étranger, on a un meilleur système éducatif. Moi-même, je suis le premier à reconnaître que nous avons des problèmes dans notre système éducatif. Mais en réalité, ce n'est pas au niveau de l'université, ça vient depuis l'école primaire. C'est la faiblesse de base de l'école primaire qui se répercute au collège et qui vient à l'université. Même si vous avez des bons programmes à l'université, vous les appliquez avec des jeunes qui ont été mal formés à la base. Donc les insuffisances n'ont pas été totalement corrigées. Voilà ce qui se passe. Donc si on veut revoir l'ensemble du système éducatif en Guinée, il faut revoir depuis l'école primaire. Les gens qui ont suivi votre cursus avec beaucoup de langues nationales, qui ont des difficultés à parler français, la plupart sont enseignants aujourd'hui dans les primaires. Voilà. La plupart de vos collègues, ils sont enseignants aujourd'hui. Et c'est eux qui doivent apprendre à lire, écrire et compter à nos enfants. Vous voyez l'étendue du désastre. Il y a beaucoup de problèmes. Donc ça va très très loin et c'est des problèmes très sérieux. Ce qu'on demande aux gens, ce n'est pas de ne pas envoyer d'enfants à l'étranger, mais de ne pas s'acharner contre le système guinéen. Améliorons-les. C'est des mauvais systèmes, peut-être ils ne sont pas excellents, mais au moins on essaie de faire avec ce que l'on peut. Aucune université ici n'acceptera de prendre un étudiant à $500. Mais nous, on arrive à le faire. On se débrouille tant bien que mal. Si vous visitez l'université Kofi Annan, vous verrez qu'il y a beaucoup d'efforts. Nous sommes très informatisés. Nous avons une bibliothèque numérique où nous avons des milliers d'ouvrages physiques et des dizaines de milliers d'ouvrages virtuels. Nous sommes connectés à beaucoup de librairies virtuelles avec des dizaines d'ordinateurs. Voilà. Donc on fait des efforts sur la qualité de la documentation, on fait des efforts sur la qualité de l'encadrement. En médecine, moi je fais venir 12 professeurs agrégés chaque année. Chaque année, 12 professeurs agrégés viennent épauler les grands professeurs de Conakry. On a investi dans le laboratoire médical. Si vous allez aujourd'hui, vous allez trouver qu'on a énormément investi dans votre domaine. Plus de 300 000 $ de matériel d'ingénierie. Il reste à construire le bâtiment pour mettre dedans. Le matériel de dernière génération. Ça vaut mieux que de ne rien faire. Si nous tous on croise les bras, tout le monde ne peut pas venir à l'extérieur. Ceux qui arrivent à avoir les visas, à venir étudier ici, ça ne fait même pas 5% les jeunes. Et les 95%, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Voilà. Donc moi je dis à tout le monde, c'est bien. Si vous envoyez vos enfants, c'est bien. Mais ne passez pas le temps à vouloir casser. C'est ce que j'ai eu avec le ministre actuel de l'enseignement supérieur, qui s'acharne contre les universités privées. Lui, il a ses enfants ici au Canada. C'est pas honnête. Voilà. Tu ne peux pas envoyer tes enfants au Canada et toute ta famille. On ne sait même pas comment tu as acheté la maison que tu viens d'acheter là-bas, parce que les salaires ne le permettent pas. Et en même temps, tu fais tout pour casser toutes les universités privées, qui ne sont pas les meilleures du monde, mais qui sont quand même les meilleures en Guinée. Et tu ne fais rien non plus pour les universités publiques. Il faut de la clarté dans les objectifs que l'on veut. C'est inacceptable. Voilà. C'est tout ce que j'essaie d'expliquer. Je vous remercie. Donc aujourd'hui, moi, j'ai travaillé ces 5 dernières années presque avec le professeur Alpha Condé. Et compte tenu des énormes déceptions que j'ai eues, l'espoir que j'avais en lui m'a permis de détester tous les politiciens en Guinée. Comme a dit mon élève.
Souleymane Kondé. C'est vrai, j'étais complètement déçu, même quand mon frère m'a appelé avec beaucoup d'hésitation que je suis venu. Parce que je vous avais mis dans la même classe. C'est vrai. Mais à vous entendre ce soir, et depuis votre débat avec Dr Bano, je vous ai suivi un peu. Pour avoir déjà fait un grand pas à la Guinée. Parce que celui qui contribue à l'éducation, vraiment, il faut compter sur lui. C'est l'avenir du pays. Un pays ne peut pas progresser sans l'éducation, qui est la base, le fondement de tout. Comme on le dit, l'enseignant, c'est le sacerdoce de tout métier. Même si deux fois, nous sommes mal récompensés. Ça c'est vrai. Parce que nous formons des ministres, nous formons des présidents, et nous restons toujours enseignants, comme l'a dit mon frère So. Toute sa vie, il a enseigné et il est encore dans l'enseignement. Parce que le métier de l'enseignement, d'abord, il faut l'aimer. Si vous n'avez pas l'amour de l'enseignement, vous ne pouvez jamais donner le meilleur de vous-même. Ça, c'est ce que mon professeur m'a appris. Ma petite histoire, moi j'étais sociologue à Côte d'Ivoire. Il a fallu un petit pouce d'un cousin, professeur de mathématiques, qui m'a dit non, tu peux arriver en mathématiques. J'ai dit non, moi je n'ai jamais eu de moyenne en mathématiques en Côte d'Ivoire. Ma plus forte note en mathématiques c'était 5. Mais grâce à cet effort de ce monsieur, je suis sorti comme professeur de mathématiques en Guinée. Monsieur Camara. Donc aujourd'hui, je prends la parole devant vous pour vous dire que je suis satisfait. Et je suis prêt désormais à vous suivre. Je suis prêt à vous suivre. Et partout besoin sera, je serai à vos côtés. Parce que vous êtes un homme intègre. Vous n'avez jamais mâché vos mots, vous n'avez jamais passé par quoi que ce soit pour dire la vérité. C'est ce que vous a valu aujourd'hui d'être poussé hors du RPG. Et moi je dis que vous avez un peu trop retardé. Il fallait commencer par ça. Mais comme on dit quelque part, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Donc si je prends la parole, ce n'est pas des questions, c'est juste vous encourager sur cet élan et de continuer à rassembler les Guinéens. Je vous remercie. Oui, bonsoir monsieur Ousmane Kaba, docteur Ousmane Kaba. J'aimerais juste savoir si vous avez quelques solutions au sein de votre université Kofi Annan. Je veux dire quelques améliorations, parce que les étudiants, ils en ont besoin. Et comme les aider à avoir des bourses d'études, aller en France, dans les autres pays. Bon, c'est en quelque sorte à propos de ça. Maintenant, donner des bourses, ça ce n'est pas le rôle des écoles, c'est le rôle du gouvernement, des bourses à l'extérieur. Les écoles pourront d'autant moins donner que les écoles n'ont pas d'argent. Je vous ai dit que les étudiants sont payés par l'État à 500 $ l'année. 500 $ l'année. C'est pas avec ça que vous allez vous occuper des Guinéens qui sont là-bas et en même temps vous occuper de ceux qui vont aller à l'extérieur. C'est impossible. C'est impossible. Donc on ne peut pas le faire. On ne peut pas aider les étudiants à aller à l'extérieur. Si on le fait à titre privé. Mais l'institution comme telle ne peut pas faire ça comme une politique. C'est l'État qui a les moyens qui doit le faire. Mais pas les universités privées ou les écoles privées. Les écoles privées sont pauvres en Guinée. Mais bien sûr, c'est dû au fait que le revenu est très faible. C'est un pays pauvre. Le gouvernement ne peut pas payer plus. Et on doit quand même se débrouiller pour préserver l'essentiel de la qualité des études avec ça. Et maintenir la comparabilité aussi avec ça. Ouais. Donc on ne peut pas en plus vouloir financer les études à l'extérieur, c'est impossible. Je dis bonsoir docteur. Moi ma question tourne autour des 5 milliards que les députés guinéens ont voté pour le chef de file de l'opposition en Guinée. Quand nous savons que la Guinée manque de tout,
Et chaque jour, on continue à créer des institutions qui demandent des fonds. Pensez-vous pas que les politiciens en Guinée luttent pour leur propre intérêt que pour voir l'intérêt de la population? Et ma deuxième est de savoir si effectivement vous avez voté pour ce budget. C'est que l'Assemblée nationale a voté une loi pour le chef de file de l'opposition, à l'instar de ce qui se passe dans d'autres pays d'Afrique. Dans ces pays, on a estimé que s'il y a un chef de file de l'opposition qui peut intervenir pour ses pairs de l'opposition, les représenter dans le dialogue avec le pouvoir central, que cela peut faire avancer la démocratie. Voilà la philosophie du texte. Et ça marche ailleurs. Ouais. La Guinée est tellement passionnée que tout problème devient un problème exorbitant. C'est la pauvreté. Alors, ce qu'on n'a pas discuté à l'Assemblée à l'époque, c'est le budget qui est associé à la loi. On avait demandé, ils ont dit non, on va discuter ça après. Je crois qu'ils ont eu des discussions avec le bureau de l'Assemblée nationale et le gouvernement. Ils ont trouvé un terrain d'entente. Ce qui est une erreur de procédure déjà. Je parie que si ça avait été amené à l'ensemble des députés qui avaient apprécié le budget, il n'y aurait pas tous étoilé. Voilà. Parce que ça dépend de ce qu'on fait avec l'argent. Si on avait soumis le budget, on serait obligé de dire voilà, tel montant c'est pour telle chose, telle chose, telle chose. C'est ça un budget. Et comme si c'est une institution comme les autres institutions, auquel cas le montant, on nous mettrait un montant pour le personnel, les salaires du personnel, on mettrait un montant pour le bâtiment, on mettrait un montant pour les voitures, on mettrait un montant pour les frais de représentation. Tout ça, ça ferait un budget. C'est ce qui aurait été normal. Malheureusement, parce que s'ils avaient fait ça, tout le monde allait trouver normal. Pourquoi? Parce que le montant dont il est question, c'est combien? 5 milliards? Hein? C'est bien ça? 500 millions. 500 milliards. C'est 5 milliards. C'est par an. 5 milliards par an. 5 milliards par an. C'est 5 milliards par an. 5 milliards par an, pour une institution, ce n'est pas élevé. Toutes les autres institutions ont plus que ça en réalité. Voilà. Donc il y a eu manque de définition de l'utilisation de ces fonds. Et comme on est dans un pays où il y a beaucoup de haine, ça devient comme si c'est le salaire que le gars va mettre en poche chaque mois. Ça n'a rien à voir. Mais il y a eu mal donné. Je les ai dit, c'est une erreur. La prochaine fois, ils vont présenter un budget que l'Assemblée va voter. En ce moment, on précisera l'argent, c'est pour faire quoi? Mais si on prend l'argent pour dire c'est pour seul ou seul à mettre dans sa poche, évidemment, c'est excessif. C'est excessif dans ces conditions-là. Mais si c'est pour mettre dans une institution dont les fonctions sont définies et les rubriques sont définies, en ce moment, ça devient quelque chose de raisonnable. Mais ce que je souhaite simplement, c'est que les débats ne soient pas passionnés comme ça. Hein? Qu'on prenne froidement le temps d'écouter les uns et les autres, on va arriver à des solutions. Ce n'est pas la peine de se déchaîner contre celui pour ça, comme si c'est de l'argent, un arrangement qu'il met dans sa poche pour lui-même. Si c'est une institution, comme il le dit, il n'y a pas de problème. Si c'est de l'argent qu'il met dans sa poche, il y a un problème. Voilà. C'est ma réponse à cette question. Ma question tourne du fait qu'on crée des institutions qui bouclent de l'argent, par exemple le médiateur de la République, le chef de file de l'opposition, alors que nous n'avons même pas de toilettes à l'hôpital d'Onkar. C'est ça, moi, mon inquiétude. Ce n'est pas du fait qu'on pose le budget pour une institution. Mais pourquoi continuer à créer des institutions qui bouffent de l'argent alors qu'on a beaucoup de choses à faire? C'est ça, moi, mon inquiétude. Non, attendez. Les institutions que l'on crée sont souvent des institutions très utiles. Rappelez-vous, un pays ne peut pas marcher
s'il n'y a pas d'institution forte, pour revenir au mot de Obama. Dans le pays dans lequel vous vivez, il y a beaucoup d'institutions aussi. La question n'est pas réellement le fait de créer des institutions. Les montants qui sont alliés aux institutions en Guinée, ça ne fait même pas 5% du budget guinéen. Toutes les institutions réunies, c'est rien du tout. Par rapport à la masse des budgets. Le vrai problème, c'est la mauvaise utilisation de l'argent qui est dépensé par ailleurs. C'est ça le vrai problème. Ce n'est pas ce qu'on dépense dans les institutions, je ne pense pas. Parce que ce n'est pas des montants très élevés. La plupart des institutions en Guinée tournent autour de 10 milliards. Dans un budget de 1500 milliards, ce n'est pas grand-chose. 10 milliards, c'est juste $1 million. How are you going to motivate, like you said, the 15 to 45 years old in the party? Comment on va attirer les jeunes? En s'occupant du problème des jeunes, en s'occupant du problème du chômage, en s'occupant du problème du développement économique. Les jeunes savent bien que c'est leur problème qu'on essaie de résoudre. Lorsqu'on parle de chômage, ce n'est plus nous on est près de la retraite. Ceux qui sont à la retraite ne peuvent pas parler de chômage. Nous sommes tous près de la retraite, n'est-ce pas, mes amis? Donc quand on parle de chômage, ce n'est pas lui, ce n'est pas moi. C'est forcément les plus jeunes. Donc on se bat pour que la machine économique puisse démarrer et que les jeunes aient des emplois. Je sais par expérience que la jeunesse donne une réponse très satisfaisante. Parce que vous savez, le parti a été créé depuis 4 mois. Aujourd'hui, on a des centaines de milliers de jeunes qui sont membres du PADES. Et ce qui m'encourage, c'est que c'est les jeunes de toutes les régions de la Guinée. Voilà. Donc quand on parle vrai aux jeunes, ils viennent. Hein? Jacques est témoin ici. On a tellement de jeunes, même de Bambeto, Amdalaï, qui viennent en grand groupe dans le PADES. Pourtant, ils sont réputés être les plus énervés. Voilà. À cause de Bambeto, ils viennent tous dans le PADES. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'on ne triche pas. Vous savez, si vous avez une école, vous ne pouvez pas être tricheur parce que tout le monde va le savoir tout de suite. Vous êtes avec les jeunes tout le temps. Des années, des années, des années, des années. Voilà. Donc la plupart de ces jeunes sont souvent sortis de l'école, ils ont passé des années avec moi. Donc ils me connaissent parfaitement. Ils viennent sans hésiter parce qu'ils savent à qui ils ont affaire. C'est ça. Donc je pense que les hommes politiques doivent être vrais. C'est ça. Il faut être vrai. Il ne faut pas raconter des histoires aux gens pour les faire plaisir. Fais ce que tu dis ce que tu fais. Ne joue pas plus malin avec les gens juste pour une élection. Parce qu'après l'élection, voilà, tu as un problème. Tu as le retour de bâton. D'abord, j'ai commencé par l'UFR. Quand j'ai commencé la politique, la première fois que j'ai fait la politique, j'étais déjà ministre 7 mois et j'avais quitté le gouvernement. Ouais, nous on est venu très tardivement à la politique. Ce qui n'est pas normal. Parce que jusque-là, on pensait que vraiment c'était pas notre affaire. On était des techniciens. Donc dans ce parti, dans l'UFR, lorsqu'il y a eu la transition militaire, les militaires sont venus me demander de faire l'audit en Guinée. Parce qu'ils avaient un comité d'audit qui piétinait. Alors j'ai un ami Matos qui a dit, j'ai un camarade à l'université, allons le chercher, lui il est capable de nous organiser tout ça. C'est comme ça ils sont allés me chercher à l'université pour superviser l'audit qui était fait par Dadis. C'est ce que nous avons fait après consultation avec le président de l'UFR, puisque j'étais membre du bureau politique depuis 10 ans. Donc on a fait cet audit-là, mais c'était un travail où on voyait le président Dadis, moi je l'ai vu en tout et tout, pas plus de 3 fois. Entre 2h et 3h du matin. C'était des heures impossibles. Quand on a avancé, on a vu le voir. Donc on n'a pas travaillé réellement ensemble. Nous on travaillait dans l'audit, c'était parallèle.
Malheureusement, lui, il a fini son régime avec les massacres que l'on connaît. Donc ça a fait beaucoup de remous. Et l'Union européenne a voulu sanctionner les politiciens qui étaient avec Dadis. Les gens qui étaient visés par les audits en ont profité. Ils disent, ah c'est bon, les auditeurs là, on va les avoir. Donc ils nous ont mis sur la liste comme si on était en politique avec Dadis. Ils en ont profité. Alors, j'ai demandé à M. Sidia Touré, comment est-ce que c'est possible? Je n'ai pas eu de réponse nette. Il m'a dit, ah, je n'étais pas là, c'est X qui a fait, c'est Y qui a fait. J'ai dit, mais moi je suis de ton bureau politique, on ne peut pas nous taxer d'être avec Dadis politiquement, ça n'a pas de sens. J'ai exigé qu'il écrive une lettre publique pour le dire. Il ne l'a pas fait, c'est comme ça que j'ai démissionné de l'UFR. Et c'est comme ça que j'ai créé mon parti Plus. Parce que pour la première fois, je me suis rendu compte que les politiciens peuvent tout faire. Moi, j'étais un expert qui est venu pour faire l'audit. Les politiciens déjà visés dans les audits, ils en ont profité pour nous mettre sur une liste des sanctions. Et ce n'est pas les voleurs qui sont sanctionnés, c'est les auditeurs. Dans quel monde sommes-nous? Voilà, c'est à partir du moment que j'ai vu clair, je dis, ah, c'est comme ça. Donc moi aussi, je vais faire mon parti politique. C'est comme ça le Plus a été créé. Et en 3 mois, je me suis lancé dans l'élection présidentielle. Maintenant, lorsque le professeur Alpha Condé a été élu, 2 ans plus tard, on a fait le RPG Arc-en-Ciel. Déjà, au moment de l'élection, c'est moi qui ai eu l'initiative de l'Alliance Arc-en-Ciel parmi les candidats. On a rassemblé beaucoup de gens autour de l'élection et on l'a fait gagner. Mais 2 années plus tard, ils ont demandé, et ça c'était l'initiative de Makanera, qui a demandé qu'on fasse un grand parti RPG Arc-en-Ciel qui regroupait et le RPG et les autres partis. Les autres ont refusé. Moi, dans ma naïveté sans fin, j'ai accepté. Parce que je croyais à ce qu'on me disait. On nous a dit, bon, vous venez là, le mois suivant, on va faire un grand parti, on va refaire toutes les structures, tout ça. Et quand on a fini de signer, c'était fini. Rien n'a plus bougé. Donc c'est comme ça qu'ils ont tué le parti Plus. Et après, lorsque nous avons eu des discussions avec le professeur et que j'ai dit que je ne suis pas, je condamne son discours, ils se sont arrangés pour m'expulser du RPG Arc-en-Ciel. Voilà ce qui s'est passé. Donc finalement, non, on a créé avec d'autres le nouveau parti PADES, mais ce n'est pas, je m'empresse de le dire pour ces raisons personnelles. C'est réellement pour trouver une solution économique au problème de la Guinée. Et cette fois-ci, il n'est pas question de fusion avec qui que ce soit. Voilà, parce que beaucoup de gens me posaient cette question. Est-ce que vous allez encore fusionner parce que le professeur Alpha Condé cherche à ce que vous vous réconciliez? Qu'on se réconcilie ou pas, ce ne sera pas au dos de ce parti-là. Encore Boston, nous devons continuer à nous donner la main, nous devons continuer à être solidaires entre nous. Vous qui avez fait le déplacement pour venir faire ces échanges de points de vue, on vous dit infiniment merci. Le défi qui nous interpelle, nous devons absolument le transcender pour le bien de chacun de nous.